08h47, le ciel gris de la mer Baltique allait bientôt servir de scène à une comédie magistrale. Un fier avion espion russe, le fameux IL-20, voguait tranquillement vers la frontière polonaise, comme un touriste égaré. Ses capteurs pompaient chaque misérable signal électromagnétique / comme un glouton devant un buffet à volonté. Pour l'équipage de ce gros coucou reconverti, c'était la routine absolue. Le genre de mission où on peut presque faire la sieste. Ils se croyaient intouchables / persuadés de juste taquiner gentiment les défenses de l'OTAN pour cartographier leurs pauvres petits radars. Mais ce que ce cher commandant russe ignorait / c'est qu'il venait d'activer le mode cauchemar. Une réaction en chaîne que Moscou n'aurait jamais pu voir venir. Même dans ses pires sueurs froides, l'ordre d'interception a frappé. Le secteur de défense polonais à 08h49 tapante, que le grand spectacle commence. 60 petites secondes plus tard, bam, / deux redoutables chasseurs MiG-29 arrachaient déjà le bitume de la piste. Leur post-combustion crachait des flammes dignes des enfers / déchirant littéralement les cieux. Ils fracassaient déjà la barre des 400 nœuds, alors que leur train d'atterrissage n'était même pas encore rentré. Une dinguerie absolue. Attention, on ne parle pas ici des vieilles reliques soviétiques / que les services secrets russes s'imaginaient affronter / oh que non. Qui nie la ferraille de la guerre froide? Ces monstres d'acier avaient été complètement désossés et dopés aux stéroïdes. Équipés d'une technologie high-tech israélienne / et d'un arsenal américain pur jus / le cheat code ultime. Ils avaient littéralement greffé un cerveau de génie occidental / dans un corps de brute soviétique / un hybride monstrueusement parfait. Dans exactement 9 minutes / nos chers touristes russes allaient découvrir l'amère vérité. Leur joujou d'espionnage à 1 milliard de dollars fonçait tête baissée / dans un piège technologique fatal. Un piège invisible, impossible à fuir et hors de leur compréhension /LI. L20 se pavanait à 140 km de là, se traînant à une vitesse misérable de 350 nœuds. Une vraie tortue volante fière de sa carapace. Totalement aveugle face au fait que la distance se réduisait / à la vitesse hallucinante de près de 1000 nœuds. À cette allure de psychopathe / le choc frontal allait éclater en moins de 9 minutes. Naissant à l'équipage russe / une fenêtre ridiculement minuscule pour paniquer, prier et tenter de fuir. Mais non, ils gardaient le cap, fiers comme des coqs / leur capteur toujours braqué sur l'espace aérien polonais. Coulant avec l'arrogance d'un prédateur qui ignore qu'il est déjà devenu le repas. Typique du figurant arrogant de bas niveau. 7 minutes, puis 6. L'intelligence artificielle du coucou espion continuait joyeusement de collectionner les signaux radar / com de banales cartes à jouer. Complètement à l'ouest face aux deux fauves de Metal / qui leur hurlaient dessus à plein gaz. Les MiG-29 pulvérisaient l'altitude des 15 000 pieds / la montée en puissance totale. Le seul hic, leur jauge de carburant fondait à vue d'œil. Ces gros bébés avalaient le kérosène comme s'il n'y avait pas de lendemain. Avec la post-combustion au maximum / les moteurs Klimov RD33 vidaient le réservoir au rythme effrayant de 180 kg par minute. Les pilotes transpiraient, sachant qu'ils avaient à peine 11 petites minutes de pur combat frénétique / avant de tomber tragiquement à sec. Après ça, c'était la retraite bredouille / ou le grand plongeon dans les eaux glacées de la Baltique / Mais 11 minutes, c'était largement suffisant pour déclencher l'apocalypse. Ce temps de réaction fulgurant des Polonais aurait été physiquement impossible pour n'importe quel chasseur occidental moderne. Mais l'ingénierie soviétique de ces MiG cache un petit défaut de conception qui les rend absolument terrifiants lors d'un départ au quart de tour. Le vrai pouvoir caché. Ces moteurs RD33 peuvent passer du mode sieste à l'explosion totale / en 2 minuscules secondes / flash éclair. Là où les moteurs occidentaux bien sages prennent jusqu'à 8 longues secondes pour se réveiller et donner leur max, beaucoup trop lent, le secret de cette magie noire mécanique / le 2 de dilution, tout simplement. Les avions de Lim cela coule douce avec un taux de 5 pour 1. 5 parts d'air frais qui enrobent gentiment le cœur du moteur / pour une seule petite part qui va transpirer dans la chambre de combustion. Résultat, silencieux, économique, mais avec les réflexes d'un paresseux fatigué. Mais le moteur du MiG, 0,49 pour 1, c'est l'inverse total, l'anarchie la plus absolue. Quand le pilote pousse la manette des gaz, bam, la poussée te frappe au visage instantanément, zéro pitié.
Un choix de conception radical, fabriqué sur mesure pour la violence de l'instant présent. Conçu par des ingénieurs soviétiques parano qui s'attendaient à affronter l'OTAN sur des pistes bombardées, ou décoller à la vitesse de l'éclair, était l'unique moyen de ne pas finir en barbecue. C'était une véritable masterclass d'ingénierie de rang S. Du moins pour une nation qui pensait juste protéger son petit bout de territoire. Mais l'ironie du sort est vraiment sadique, car cette même technologie de génie était maintenant utilisée pour les traquer comme de vulgaires mobs de bas niveau. À 08h53, le radar du MiG avait tagué l'avion espion avec une précision insolente, merci au traitement impulsionnel Doppler. Le principe est simple, ça filtre tout le bordel de la surface de l'océan en calculant la vitesse, les vagues fondues sur place, en gros. Tandis que les avions, eh bien, ils tracent. Résultat, l'IL-20 est apparu sur l'écran aussi clairement qu'un énorme point rouge à 80 km de distance. À l'origine, le vieux radar soviétique de ces coucous pouvait à peine suivre une seule cible sans ramer. Mais avec la mise à jour israélienne hors norme, le système pouvait désormais gérer 10 cibles en même temps, le bœuf ultime. Tout en préparant joyeusement des solutions de tir sur la menace principale, la classification des cibles, 100% automatique mon gars. Avec l'ordinateur de bord qui balançait le pédigré complet de l'appareil, juste en scannant sa signature radar et ses petites habitudes de vol. L'écran multifonction du pilote, lui, affichait de jolis petits symboles bleus pour les alliés et un rouge bien menaçant pour les méchants. Le tout synchronisé en direct via une connexion de données liaison 16 qui siphonnait les infos de chaque capteur de l'OTAN sur le terrain, un vrai cheat code radar. À 60 km et 5 petites minutes du contact visuel, l'avion espion ne fuyait toujours pas. Quel culot. Mais pour être honnête, ils auraient eu autant de chances de s'enfuir qu'un escargot face à un rouleau compresseur. Les ailes des chasseurs polonais pendaient de terrifiants missiles américains AIM-120 CAM-RAAM. Les accrocher sur des pylônes soviétiques, ça exigeait de la pure magie noire d'ingénieurs. Les petits génies de l'industrie aérospatiale israélienne avaient installé de nouveaux lanceurs, fait passer des câbles au standard OTAN à travers ces vieilles ailes soviétiques et avaient carrément réécrit tout le logiciel de tir. Un modding de malade mental. Tout ça pour traduire les vieux formats radars russes dans la langue numérique super pointue qu'exige le missile américain. Et cette traduction se fait en direct dans les foutues millisecondes entre deux impulsions radar. Pour le pilote, c'est aussi fluide que de cliquer sur une souris, zéro lag d'intégration. Ce missile AIM-120 c'est ce qui transforme l'expression tir et oubli en un cauchemar éveillé pour la cible. Une fois largué, le système de navigation inertielle embarqué du missile le guide tranquillement vers les coordonnées d'interception prévues. Comme un GPS de la mort. Et pendant que des mises à jour chiffrées affinent sa trajectoire en plein vol, le pilote peut tranquillement faire demi-tour en vitesse juste après avoir tiré. Salut les nazes, car le missile est un grand garçon. Il n'a plus besoin que le nez de l'avion montre le méchant du doigt pour faire son taf. À 10 petits miles de là, l'autodirecteur radar du missile s'éveille en sursaut et traque sa proie en solo. Et si la cible essaie de jouer au malin avec du brouillage électronique, le missile passe en mode berserk, guidage sur brouilleur. Il fonce droit sur la source de l'interférence, comme un taureau dopé sur un chiffon rouge. Tenter d'aveugler cette arme, c'est juste allumer un énorme panneau lumineux au-dessus de sa tête, avec écrit « Tirez-moi dessus ». À 40 km, l'équation géométrique était déjà foutue d'avance. Sauf que l'équipage russe vivait encore dans l'ignorance. L'IL-20, pour faire simple, c'est un avion de ligne bricolé sans le moindre siège éjectable. Autant dire que c'est un cercueil volant hors de prix, dès que la situation sent le roussi. Mais bon, la guerre ouverte n'avait pas encore sonné. On range les crocs pour l'instant. Le leader polonais relâcha gentiment la manette des gaz, laissant les moteurs refroidir de la post-combustion à une puissance normale. Tout en grignotant les derniers mètres qui les séparaient. À 9h11 tapante, il était enfin assez prêt pour mater la bête. Cette silhouette atypique avec ses ailes hautes et ses 4 turbopropulseurs qui moulinaient le ciel crevaient les yeux. Tout comme l'énorme verrue bardée de capteurs collés sous son nez. La planque parfaite qui abritait tout le matos d'espionnage électronique russe. Et à l'intérieur de cette grosse boîte de conserve, le système SRS-4 ROM faisait son job d'intello à merveille.
cataloguant la moindre petite onde qu'il reniflait dans le secteur. Les intervalles d'impulsion chronométrés à la microseconde près, sans oublier les taux de balayage et les ondes secondaires. Une vraie dissection. Même leur séquence de saut de fréquence était passée au peigne fin. Chaque radar a sa propre empreinte, à comparer avec leur gigantesque bibliothèque de 2000 signatures soviétiques. Oh, ces pauvres opérateurs se croyaient sans doute au sommet de leur art. Persuadés de récolter la base de données ultime. De quoi nourrir les rapports de Moscou pendant des mois entiers. Quel exploit, non? L'ironie suprême. Ils analysaient le radar N019, une antiquité que leurs propres ingénieurs avaient pondue des décennies plus tôt. Mais voilà le twist. La magie technologique israélienne cachée sous le capot avait totalement métamorphosé chaque signature que leur précieuse bibliothèque connaissait. En gros, la Russie espionnait sa propre technologie de base. Et absolument rien ne correspondait à leurs fameuses archives nationales. Le bug total. Il relevait les empreintes d'un fantôme qui avait depuis longtemps changé de maître. Dès lors, cette petite escorte s'est transformée en une humiliation technique absolue. Les MiG-29 ont encerclé l'IL-20 avec la précision d'un scalpel. Ils échangeaient leur position toutes les quelques minutes, comme dans une danse parfaite. Le leader glissait en dessous pour flasher le ventre, pendant que son ailier mitraillait les antennes depuis les cieux. Say cheese. L'équipage russe, bon petit soldat, suivait son manuel à la lettre, gardant sagement leur cap et leur altitude figée par la tension. Mais personne ne les avait préparés à se faire spruter de si près par leur ancien petit frère du bloc soviétique. Le grand vaisseau espion a transpiré pendant 11 interminables minutes avant de fuir piteusement vers Kaliningrad à 09h22. Moscou n'avait toujours pas trouvé de faille dans l'armure, mais ils gardaient un ultime as dans leur manche. Et pour le coup, l'idée n'était pas bête. Le 31 octobre à 08h31, 70 heures après leur premier échec monumental, un autre IL-20 surgit sur les radars polonais. Cette fois-ci, des stratèges de Moscou essayaient de jouer les génies. Leur avion espion ne fonçait pas bêtement tête baissée vers la Pologne, non. Il filait sournoisement vers le nord-ouest, glissant pile sur la ligne frontière entre les zones polonaises et lituaniennes. Jouant les funambules exactement là où la juridiction d'une nation s'arrête et où l'autre commence. La règle classique, un contact polonais doit remonter toute la chaîne bureaucratique jusqu'au quartier général de l'OTAN en Allemagne avant d'être redescendu au pauvre système lituanien, qui doivent alors accrocher la cible eux-mêmes avant de pouvoir bouger le petit doigt. Même avec des câbles ultra rapides, ce ping-pong administratif prend un temps fou. Qui dit coordination dit paperasse, et qui dit paperasse dit lenteur infernale. Le plan de Moscou? Parier sur une belle pagaille générale, créer un imbroglio juridique parfait, et se faufiler tranquillement pendant que deux nations se disputent pour savoir qui doit régler le problème. Utiliser la lourdeur administrative comme sortilège de camouflage. Machiavélique, non? Le genre de coup de maître qui fait un carton plein dans les réunions stratégiques en costume cravate. Mais ça, c'est en supposant que votre ennemi est aussi rouillé et lent que vous. Erreur fatale. Vous vous souvenez de cet ordre d'interception à 08h33? Ce jour-là, tout a changé. Le commandement polonais a zappé l'attente et a alerté l'OTAN en temps réel. Le bouton avance rapide était pressé. Dès le tout premier bip sur l'écran, c'était devenu une croisade multinationale. Deux fiers MiG-29 pulvérisaient déjà le cap des 10 000 pieds à 08h34. Et sur leurs écrans scintillait une vision cauchemardesque que les Russes n'avaient absolument pas vu venir. La magie de la liaison 16 s'activait. Des icônes alliées décollaient déjà en trombe de Lituanie. La police de l'air de la Baltique était dans la place. Les redoutables Eurofighter Typhoon italiens rentraient déjà leur train d'atterrissage, prêts à fondre sur leur proie. Game over. Oh, ils pensaient avoir trouvé une faille sur la carte? Grave erreur. C'était un putain de piège mortel, une zone d'interception superposée, purement infranchissable. À la base, le MiG-29 soviétique était aussi connecté qu'un vieux grille-pain, zéro liaison de données. Les pauvres pilotes devaient hurler dans leur radio pour se coordonner. Bienvenue à l'âge de pierre. Bon pour les retards fatals, les barrières de la langue et les gros ratés en plein pic de stress. Mais la mise à jour de l'Alliance a littéralement cheaté le système. Tout a basculé. Le terminal liaison 16 a activé un vrai wallach. Les chasseurs polonais voyaient les Italiens à 200 km en temps réel sans même poser une seule question. C'est cette technologie qui transforme l'Alliance en une bête de guerre redoutable et pas juste en un club de discussion pour diplomates. Le réseau tourne sur un accès multiple à répartition dans le temps.
Un nom barbare pour une magie absolue. Imaginez un canal radio haché en 128 micro-créneaux par seconde. La vitesse pure. Chaque petite fraction dure exactement 7,8 millisecondes. Impossible de cligner des yeux. Les chasseurs polonais balancent leurs informations dans leurs propres créneaux exclusifs. Les typhoons italiens et les radars au sol squattent le reste, une harmonie parfaite. Personne ne se coupe jamais la parole, tout le monde est calé au millimètre près sur des horloges atomiques GPS. Dans ces microsecondes, chaque unité spamme ses paquets de données standardisées à travers le champ de bataille. Position, vitesse, altitude, cible radar, armes et essence. Les statistiques complètes affichées directement sur l'interface. Et ce putain de code est universel pour toutes les nations alliées. Pas de jaloux. Sur l'écran tactique, un Typhoon italien et un MiG polonais ont exactement la même icône de boss. Quand le radar polonais a accroché ce pathétique IL-20, la cible a pop sur les écrans italiens en 1 milliseconde. Aucun coup de fil gênant n'a été nécessaire. Personne n'a eu besoin de supplier la hiérarchie pour avoir la permission d'agir. Le système central a géré le combo bien avant que les Russes le puissent pleurnicher auprès de Moscou pour des ordres. À 0,8h42, l'arène était en place. Un échec et mat d'une cruauté absolue. Les MiG-29 fonçaient par le sud-ouest, pendant que les Typhoons verrouillaient le nord-est. Ce pauvre IL-20 était pris en sandwich. Un pigeon d'argile hors de prix, prêt à se faire pulvériser. Les filets du chasseur s'étaient déjà refermés sur la proie. C'est juste que ces idiots de Russes n'avaient pas encore senti les crocs se planter dans leur poux. 08h56, le leader polonais perce les nuages et obtient le contact visuel direct. Silhouette aux ailes hautes, 4 hélices qui tournent et ce capteur hideux sous le nez. Cible confirmée au menu. La réponse italienne a claqué instantanément sur la fréquence commune. La synchronisation parfaite. L'escadron Typhoon avait verrouillé la cible depuis le nord. Il n'y avait plus d'échappatoire. De longues différentes, une seule interface tactique et un niveau de confusion proche du zéro absolu. 08h58, l'heure du jugement dernier. 4 boss alliés encerclaient le pitoyable IL-20. Bien avant qu'il ne puisse atteindre cette petite frontière qu'il pensait intelligemment exploiter. Dommage pour le plan machiavélique. Les MiG-29 se sont posés tranquillement sur ses flancs, comme des ombres de la mort. Tandis que les Typhoons prenaient le ciel et les angles morts, une boîte infernale verrouillant la moindre option de fuite. L'ironie suprême, sur l'aile gauche, un MiG-29, fier bébé de l'ingénierie soviétique, souriait avec sa technologie occidentale complètement corrompue. Son cockpit affichait des hologrammes bleutés flambant neufs, là où les vieilles jauges cyrilliques crachaient jadis leur misère. Sous ses ailes pendaient des missiles AIM Sidewinder, et croyez-moi, l'équipage russe a eu des sueurs froides en les reconnaissant. Le A9X est équipé d'un tracker à plan focal, un véritable cheat code de ciblage. En gros, c'est un appareil photo ultra haute définition qui a troqué la lumière pour traquer la moindre particule de chaleur. Le joujou scanne plusieurs cibles en même temps, calculant froidement qui va mourir en fonction de la signature thermique et du mouvement. Autant dire que balancer de vieux leurres pathétiques ne sert absolument à rien contre ce monstre. Mais la véritable technique secrète de ce missile, c'est la poussée vectorielle, l'art martial des roquettes. Des mini-ailerons dans le réacteur redirigent l'énergie brute, forçant des virages tellement serrés qu'ils désintégreraient n'importe quel oiseau de fer osant le défier. Même s'il ne te regarde pas, le pilote peut te verrouiller à 90 degrés comme avec un aimbot divin. Sur l'aile droite, l'Eurofighter Typhoon italien exhibait fièrement ses missiles météores, de véritables armes de destruction massive. Oubliez les vieux moteurs à réaction ennuyeux, ce bébé carbure au statoréacteur. Il aspire l'air en continu, crachant le feu tout au long de son vol au lieu de se laisser porter par l'élan comme un vulgaire caillou. En gros, la bête ne fait qu'accélérer jusqu'à l'impact brutal sans jamais s'essouffler. Il te fonce dessus à une vitesse hallucinante avec encore assez d'énergie pour te feinter au tout dernier moment. La zone de mort certaine de ce missile est une blague absolue. Elle s'étend bien au-delà de ce que ce misérable avion espion peut même espérer voir sur son écran. Le temps que l'équipage russe capte le flash du tir, le game over est déjà mathématiquement acté. Leur gros IL-20 était comme un escargot fuyant un dragon de foudre, impossible de fuir, d'esquiver ou de se cacher. Au-dessus et dans leur dos, 2 autres chasseurs verrouillaient absolument toutes les issues de secours. Le pauvre coucou ne pouvait ni tourner, ni grimper, ni plonger sans se jeter directement dans la ligne de mire d'un prédateur.
4 appareils, 2 nations, 2 langues différentes, mais une synchronisation parfaite digne d'un boss de raid final. L'équipage de l'IL-20 transpirait à grosses gouttes. Il n'avait jamais vu un tel niveau de tryhard en phase 2. Mais cette petite escorte n'était pas juste là pour leur barrer la route et faire les gros bras. L'OTAN s'apprêtait à leur offrir un spectacle VIP, le genre de traumatisme qui hante vos nuits jusqu'à la fin de vos jours. Et la meilleure blague, c'est que chaque seconde allait être enregistrée et envoyée direct à Moscou. De quoi faire suer à grosses gouttes tous les hauts commandants russes planqués dans leur bureau confortable. Pendant les 10 premières minutes, on aurait dit une quête de bas niveau complètement banale. 4 chasseurs en formation, l'avion espion qui traîne la patte, tout le monde jouait parfaitement la comédie. Les capteurs de l'IL-20 aspiraient les données en continu, croyant le mouter de précieuses fréquences et signatures radar. C'est là que le leader polonais a lâché un petit sourire en coin et a changé les règles du jeu. Il a jonglé avec son radar, passant du mode recherche à la poursuite, puis au balayage en un claquement de doigts. 3 modes distincts enchaînés comme un combo dévastateur en seulement 15 petites secondes. Le système russe a tout gobé avec une joie non dissimulée, enregistrant chaque petite variation technique. Il a soigneusement catalogué chaque impulsion et chaque saut de fréquence dans sa petite base de données. Les opérateurs se frottaient les mains, fiers de leur récolte de données ultra secrètes, sauf qu'ils enregistraient littéralement du vent. Et oui, les incroyables mises à jour israéliennes du N019 sont entièrement gérées par logiciel. Ça veut dire que le comportement du radar est un simple code qu'on peut changer à volonté avant chaque mission, comme on change de skin. Ce que ces pauvres espions ont enregistré en temps de paix ne ressemblera en rien à la bête qu'ils affronteront en plein combat. Les modes, les fréquences, les motifs d'impulsion, absolument tout est factice. Le moindre petit paramètre peut être reconfiguré à la volée. Et le moment où les vrais tirs commenceront, les règles auront déjà totalement changé. Bref, la Russie venait de télécharger fièrement un faux patch note qui ne sera jamais utilisé sur le serveur live. Et puis les Typhoons ont décidé de participer au troll collectif avec leur radar capteur E à balayage électronique actif. Ce monstre possède 1400 modules capables de changer de fréquence des milliers de fois par seconde, un vrai cheat code. Contrairement aux vieux radars mécaniques ultra prévisibles, les systèmes AESA bondissent sur le spectre comme des ninjas sous stéroïdes. Et le tout selon des schémas totalement imprévisibles dictés par une intelligence logicielle machiavélique. Pendant ce temps, les capteurs russes notaient ces émissions en sueur, croyant amasser des secrets de guilde. Mais avec l'agilité spectrale d'un AESA, les données d'aujourd'hui valent encore moins que le journal d'hier, elles sont déjà périmées. À 0901, la formation a lancé l'attaque ultime, un profil d'interception simulé à couper le souffle. Les MiG ont violemment décroché à gauche et les Typhoons ont plongé à droite avec une brutalité absolue. Les 4 bêtes de métal ont fusé au loin, abandonnant l'IL-20 comme s'ils allaient affronter une nouvelle menace de rang S. Mais 6 secondes plus tard, bam, ils faisaient volte-face, fondant sur le pauvre avion espion depuis 4 angles mortels. Une arrivée simultanée, une technique d'encerclement parfaite qui réduisait littéralement les chances de survie d'un ennemi à un beau et gros 0 pointé. 8 secondes chrono pour se séparer et 6 malheureuses secondes pour se repositionner en beauté. 14 petites secondes au total pour lâcher une interception parfaite à 4 vaisseaux, le genre de dinguerie que l'adversaire ne pourrait même pas rêver de faire avec 1 heure entière de tutoriel. Bien sûr, les capteurs espions du modèle L20 ont absolument tout enregistré en haute définition. Les trajectoires affolantes, le timing parfait, la chorégraphie insolente. Et devinez quoi? C'était exactement le but de l'opération. Ces gars-là ne cherchaient pas du tout à la jouer furtif. Ils étaient littéralement en train de rouler des mécaniques en plein ciel. Chaque mouvement de leur part hurlait un message très clair. Regardez un peu notre puissance. Vous n'avez clairement pas le niveau pour suivre le rythme. Finalement, à 9h23 tapante, l'avion espion a craqué sous la pression et a sagement tourné les ballons vers l'est. Le chef d'escadron polonais a gentiment balancé ses ailes, le langage universel des pilotes, pour dire « Dommage le noob, tente ta chance à la prochaine partie ».